Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Ensemble c'est mieux. C'est une activité largement plébiscitée par les Français. Une activité qui coûte peu, sauf un peu de temps et une bonne paire de chaussures. La randonnée fait de plus en plus d'adeptes et vous allez voir qu'elle est aussi bien bénéfique pour le corps que l'esprit. On en parle dans quelques minutes avec mes invités, mais d'abord on part retrouver Evan. Evan, toi aussi tu nous parles de santé et de forme ce matin. Exactement, Anne-Fanté. Bon matin et bon matin aussi à vous derrière vos écrans. Alors ce matin, je suis chez Vivalto Sport à Saint-Grégoire en Ille-et-Vilaine. Ici, on croit dur comme fer à la doctrine qui dit que l'activité physique, c'est la clé d'une bonne santé. On va tout vous expliquer. Vous allez découvrir une autre approche un petit peu du sport, de l'activité physique. Frédéric, bonjour. Bonjour. Expliquez-nous déjà pour commencer le concept de Vivalto Sport. Alors, le concept de Vivalto Sport, il est très simple. C'est que l'activité physique, pour tout un chacun, c'est quelque chose qui doit faire partie de sa santé au quotidien, mais pas à n'importe quelle dose, sous n'importe quelle condition. Donc, il a été réfléchi à un concept où le bilan médical initial permettait de cadrer un petit peu vos aptitudes, vos possibilités et les ambitions qu'on pouvait mettre en place de façon sécuritaire. À quelle fréquence faut-il, justement, on va marcher un petit peu vers notre médecin qu'on va rencontrer tout à l'heure, à quelle fréquence faut-il pratiquer l'activité physique ? Alors, il n'y a pas de fréquence particulière, si ce n'est le plus souvent possible au quotidien, mais avec une dose qui soit tout à fait en adéquation avec les charges professionnelles, les charges additionnelles qu'on pourrait avoir dans la vie, mais qu'elles soient objectivées, qu'elles soient calibrées et qu'elles soient aussi ambitieuses, pouvant déboucher sur la pratique d'un sport normé tel qu'on le connaît, mais toujours sous contrôle médical, et ça c'est très important. Mais parce que l'activité physique mal faite, ça peut nous faire du mal ? Tout à fait. Si on pratique une activité physique sans avoir ces critères d'aptitude cardiovasculaire, sur l'appareil locomoteur, ça peut aussi devenir un facteur de risque supplémentaire si l'organisme n'est pas prêt à supporter ces charges. Alors justement, pour faire un bon bilan, merci beaucoup Frédéric. Eh bien, quand on arrive ici, on passe chez Stéphane, le médecin du sport, qui nous attend. J'avais pris rendez-vous, vous inquiétez pas. Bonjour Stéphane. Expliquez-nous comment se passe un diagnostic quand on arrive ici. Qu'est-ce qui se passe dans ce cabinet ? Alors, dans un premier temps, on va déjà accueillir le patient qui souhaite reprendre une activité physique. Et l'idée de cette consultation médicale, c'est d'essayer de rechercher des antécédents qui puissent contre-indiquer à une activité physique. Donc, on va faire tout un bilan médical. Ce bilan médical passe par un interrogatoire, donc recherche d'antécédents, le traitement, les antécédents également traumatiques. Et à côté de cet interrogatoire, on va examiner le patient qui va venir avec une demande, avec un objectif. Ça peut être quoi comme demande, par exemple ? La demande, ça peut être la perte de poids. Ça peut être éventuellement... Comment vous me visez ? Et la perte de poids, l'idée de la perte de poids, c'est aussi d'améliorer la qualité de vie. Donc, on va faire un examen médical. L'examen médical va permettre de voir s'il n'y a pas des restrictions au niveau du corps, au niveau de l'organisme, qui finalement vont contre-indiquer certains types d'activités physiques et plutôt orienter vers un type d'activité physique qui soit adapté à la condition physique du moment. Donc finalement, ensuite, ça débouche sur une sorte de programme personnalisé. Tout à fait, qui découle du bilan médical. Et donc, on va essayer, avec ce bilan médical, d'essayer de coordonner l'objectif du patient, donc la perte de poids, le bien-être global, et les objectifs médicaux, donc avec des critères qui sont bien particuliers, qui vont finalement nous permettre d'arriver à un programme personnalisé avec l'éducateur médico-sportif et efficace pour le bien-être. Vous me vendez du rêve avec cette histoire d'amaigrissement, donc je vais faire un bilan. Maintenant, je vous laisse parce que j'ai plein de trucs secrets à dire à Stéphane et puis on se retrouve tout à l'heure pour voir si j'arrive à perdre quelques kilos d'ici la fin de l'émission. Allez, bon à tout à l'heure, à toi Anne-Fanté. C'est pas gagné. À tout à l'heure Evan, et mettre un pied devant l'autre, ça fait du bien aussi. La randonnée connaît un succès qui ne se dément pas. Avant d'entendre nos invités, on fait le point en chiffres et en images. Regardez. On se fait une rando ? Oui, ça fait tellement de bien. Avec la marche à pied, la randonnée pédestre, avec ou sans bâton, est l'activité physique préférée des Français. Excellent pour la santé, c'est un sport non traumatisant qui améliore les capacités respiratoires, la densité osseuse et la masse musculaire des jambes, des fessiers et des abdominaux. Parfait pour perdre du poids.
La randonnée aide aussi à prévenir l'apparition des maladies cardiovasculaires en améliorant le taux de cholestérol et la pression artérielle. Elle favorise également la circulation sanguine et dilate les artères. Il est conseillé de marcher d'un bon pas au minimum 30 minutes par jour, 5 fois par semaine. Ou bien de randonner plus longtemps, 1 à 2 fois par semaine. Chez les plus âgés, la marche régulière aide à lutter contre la perte de masse musculaire, améliore l'équilibre et diminue les risques de chute. Enfin, randonner, c'est bon pour le moral. On sait que la pratique d'une activité physique d'endurance atténue les symptômes de la dépression. Comme toute activité physique, marcher améliore l'humeur, l'estime de soi, le contrôle du stress, le sommeil et la concentration. Et randonner en admirant un beau paysage, c'est le pied, non ? C'est en tout cas une bonne motivation. On en discute avec Raymonde Séché. Vous êtes la présidente du comité Ille-et-Vilaine de la Fédération française de randonnée. Philippe Roel, vous êtes vice-secrétaire de l'Association des jeunes randonneurs de Rennes. Et avec vous, Morgane Emery, on ne parlera pas randonnée, mais on parlera de votre plateforme Smile qui facilite les échanges entre voisins. Bonjour à toutes et à tous. Alors, qui dit randonnée dit marche. J'ai envie de vous poser cette question. Quel marcheur êtes-vous, Philippe Roel ? Marcheur, un grand marcheur. Moi, ça fait plus de 5 ans maintenant que j'ai découvert la randonnée et si j'ai pas ma dose au moins de 4-5 heures par semaine, je me sens vraiment pas bien. Ouais. Donc du coup, je fais des longues marches qui peuvent aller en effet sur plusieurs heures et quand j'ai un peu plus de temps, même sur plusieurs jours, que ce soit en Bretagne, en France ou même dans le monde. Une marche plutôt rapide, lente ou vous êtes plutôt contemplatif ? Moi, je suis plutôt un contemplatif. Donc, j'aime prendre mon temps, prendre le temps de regarder les paysages, de faire une petite sieste au passage, histoire de... Voilà. Randonneur tranquille. Raymonde Séché, et vous ? Moi, ça fait pas loin d'un demi-siècle que je randonne. Rien que ça. Voilà. D'abord, à titre individuel, familial ou amical. Et puis, depuis une trentaine d'années en club. D'accord. Donc, j'ai toujours pratiqué la randonnée accompagnée. Pour moi, la randonnée, c'est pas seul sur les chemins. D'accord. Ce que je préfère, c'est les randonnées à la journée d'une vingtaine de kilomètres. En prenant mon temps aussi, je suis plutôt une contemplative. J'aime partager les émotions devant un beau paysage, devant la végétation qui sort, comme en ce moment au printemps. Que ce soit en ville, en campagne ou au bord de la mer. Je vais éviter d'aller là où il y a trop de monde. Quand je vous écoute, je sens une pointe de culpabilité en moi. Alors Morgane, est-ce que vous allez m'aider ? Vous êtes plutôt marcheuse J'ai fait une rando de 7 km il y a 15 jours. Mais sinon, non. J'ai un bébé de 21 mois. D'accord. Et du coup, c'est compliqué. À cet âge-là, elle est déjà lourde, un sac à dos. Et puis, elle a une durée... elle tient 20 minutes. Donc, bienvenue au club. Alors, l'OMS recommande de pratiquer la marche au moins 30 minutes par jour. Et mieux, 10 000 pas si on est muni d'un podomètre. C'est vrai qu'on marche depuis la nuit des temps, Raymonde. On se reconnecte depuis 20 ans vraiment à la randonnée, comme s'il y avait un retour aux sources. Oui, alors c'est vrai que l'OMS dit 10 000 pas, mais ça fait beaucoup 10 000 pas quand même, au quotidien. Déjà, quand on fait 7-8 000 pas, les médecins du sport diront que déjà faire 8 000 pas en moyenne, c'est pas mal. Et qu'il vaut mieux marcher régulièrement que de se faire des grosses bavandes, comme on a vu là, les messieurs avec leur gros sac à dos, une fois par semaine, et puis ne rien faire les autres jours. C'est la régularité qui compte. Parce que l'intérêt, c'est bien cette connexion à son environnement, à la nature. Ça donne le temps de la détente, de limiter le stress quand on est en activité professionnelle, par exemple. Et c'est vrai qu'avec la crise sanitaire, ce besoin de reconnexion à la nature, il a été important. On va y revenir tout à l'heure. Alors, on a demandé à nos téléspectateurs pourquoi ils adoraient marcher. On va écouter ce témoignage de Benjamin. C'est Benji et Baya. Alors nous, on pratique la randonnée très régulièrement. Et ce qu'on aime, c'est les randonnées à la fois dans les vieilles villes et à la fois à la campagne. Et plus particulièrement, les bords de rivières, comme vous pouvez voir derrière nous. Malheureusement, actuellement, c'est tout inondé. Mais c'est ce qui fait aussi le charme de nos randonnées. Ce qu'on aime, c'est observer la nature, son évolution au cours des saisons. Et on a pu bien en profiter car... cette prairie derrière nous est à moins de 1 km de notre domicile.
Et ça nous a permis, pendant le confinement, de bien s'aérer l'esprit. Alors Philippe Roel, c'est vrai que le confinement a permis de découvrir des lieux auprès de chez soi. C'est quelque chose que vous avez constaté, vous, dans votre association ? Oui, c'est sûr qu'on a eu de plus en plus de monde qui était partant pour découvrir des lieux de randonnée proches de chez eux, proches de Rennes. Et il y en a vraiment des tas. Rennes, le patrimoine naturel est assez exceptionnel quand même. Ça peut être des paysages de landes, de campagnes, de rivières, enfin voilà, il y a vraiment de tout. Et du coup, c'était un plaisir de faire découvrir ça aussi à celles et ceux qui n'étaient pas forcément au courant. Même constat aussi à la Fédération française de randonnée ? Oui. Ou c'est plus mitigé ? Mais alors quand on était vraiment contraint au kilomètre, là c'était plus limité parce que ça dépend de l'environnement de chacun. On était plus ou moins gâtés avec un rayon d'1 kilomètre, quand on calcule la circonférence d'un cercle, ça fait 6 kilomètres. Je peux dire en habitant dans centre-ville de Rennes que c'est vite limité quand même. Il faut connaître les petits passages, les petits cheminements. Alors nous au niveau du comité, on en a profité pour lancer des défis pour inviter nos randonneurs à marcher ou les non-randonneurs. On a lancé un défi photo. Faites la photo insolite dans un rayon de moins d'1 kilomètre chez vous. Puis ramassez les déchets, ça c'était la 2e semaine. Puis la 3e semaine, c'est apprenez à lire une carte ou à vous orienter. Et justement, à la Fédération, vous allez encore plus loin aujourd'hui. Vous vous penchez désormais sur la marche en ville et vous avez même lancé une enquête. Oui, elle va se terminer le 15 mars, donc là ce sera un peu tard pour l'émission, mais c'est quand même, ça montre bien les engagements de la Fédération. C'est pas seulement faire pratiquer la randonnée et encadrer des randonnées, c'est aussi améliorer les conditions de marche et de vie au quotidien en ville. Et donc il y a le projet qui est lancé avec plusieurs associations pour élaborer un baromètre des villes marchables pour le bien-être et la sécurité au quotidien. Donc la défense vraiment de la marche à pied dans les villes. Là, on pense tous au Covid, on est tous bousculés par ce Covid. Comment vous vous organisez dans ce contexte sanitaire ? Avec ce confinement qui est moins strict que le premier, mais qui suppose quand même beaucoup de règles sanitaires. Alors, il y a toujours la contrainte du couvre-feu, du coup, qui nous incombe. On a quelques autres contraintes. Par exemple, le fait de ne pas pouvoir forcément faire un pique-nique le midi, ce qui veut dire qu'on ne peut pas faire des randos trop longues non plus, qu'on doit tabler sur des randonnées de moins de 17-18 km pour pouvoir vraiment les faire en partant vers midi, c'est-à-dire en partant du principe que les gens ont déjà mangé. Ou du moins on fait un brunch, ça peut être aussi pas mal. Et donc du coup après on fait une randonnée sur le reste de l'après-midi. Et en petits groupes, en fait. On est en petits groupes de 5-6 et on se suit par petits groupes. Après, il n'y a pas de limite en termes de participants. On peut très bien être une trentaine, mais être en petits groupes et ne pas se mélanger et ne pas se rencontrer tout au long de la randonnée, en fait. Et à la FFF de randonnée, j'imagine que ce sont les mêmes problématiques. C'est exactement les mêmes problématiques, puisque la fédération de randonnée, par définition, c'est la fédération délégataire, donc c'est à notre niveau que sont définies les consignes de pratique et que nous les diffusons à nos associations, mais aussi aux autres associations. On a plus de mal à toucher les randonneurs individuels, mais le principe, c'est bien de respecter les consignes en matière de sécurité. Vous vouliez ajouter quelque chose, Philippe ? Non. À vous de nous dire si on les respecte bien du coup. Je pense, on ne va pas voir les associations, mais c'est ça, le principe des petits groupes, la contrainte de respect du couvre-feu, les limites par rapport aux possibilités de covoiturage. Alors les pique-niques en soi, c'est pas interdit, mais il faut trouver un espace suffisamment vaste et que les gens se sentent en sécurité aussi. À 2 mètres les uns des autres au moment du pique-nique, quoi. Alors vous le disiez tout à l'heure, Raymond, vous adorez les randonnées collectives. C'est quoi le petit plus quand on randonne en groupe ? Pourquoi vous aimez ça ? Moi, j'aime ça parce qu'il y a la convivialité. Il faut savoir qu'à la Fédération de randonnée, c'est aussi bien de la randonnée sportive, de l'itinérance sur plusieurs jours, que de la marche nordique ou du longe-côte, mais c'est aussi de la rando santé. Et là, on a un public âgé qui va venir rencontrer d'autres personnes. C'est la convivialité du groupe. Moi, quand je dis randonnée en groupe, ça c'est quand j'encadre un groupe. Mais moi, à titre personnel, ce que j'aime bien, c'est un groupe d'amis avec qui on va pouvoir s'arrêter devant un même paysage et partager nos émotions. Alors, qui dit marcheur dit autant de raisons de faire de la randonnée. Qu'est-ce qui vous plaît dans la marche, Philippe ? Ça fait 5 ans que vous avez découvert ça. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie ? Alors,
côté contemplatif, dirais observer de beaux paysages, observer la nature et vraiment trouver toutes les richesses qu'elle peut abriter. Il y a également tout ce qui est le rapport à la création de liens sociaux et on l'a vu par rapport au contexte, il y avait une certaine rupture également dans le lien social et la randonnée peut permettre ça, peut permettre également aux jeunes, vu que je suis un petit peu la cible et que c'est un peu également la cible de notre association des jeunes randonneurs de Rennes, de quitter un peu cette sensation d'isolement que beaucoup de jeunes peuvent malheureusement ressentir en ce moment. Et pas que, les jeunes. Et pas que, donc je pense que vraiment la randonnée, c'est une façon aussi de se retrouver en groupe, de partager des choses assez fortes et de partager ce lien qui est tellement important. Alors, j'ai une petite question aussi très personnelle. Comment on se sent à la fin d'une randonnée, Raymond ? Quel sentiment ça procure de bien-être ? C'est vraiment du bien-être, oui. On peut se sentir libéré dans sa tête quand on est arrivé avec les pressions de la semaine, le stress. Bon, je ne l'éprouve plus maintenant que je suis retraitée. mais quand même, on rit toujours. Quand même. Même si on est fatigué physiquement parce qu'on a fait une grosse randonnée, qu'on a fait beaucoup de kilomètres, qu'il faisait chaud, qu'il y avait des montées, des descentes, qu'il fallait être vigilant, quand même, il y a une détente mentale, psychique. On n'a qu'une envie à la fin d'une randonnée comme celle-là, c'est d'aller s'asseoir autour d'une bonne bière ou d'un bon thé, suivant la saison. Morgane, vous êtes d'accord, la détente morale et physique, c'est ce qu'on ressent. C'est un peu comme l'après-ski, après une journée de ski et l'après d'une journée de randonnée, c'est un peu ça, c'est le bien-être, effectivement, le fait de se poser, soit devant un feu de cheminée, soit en terrasse avec des copains. Alors, on parlait des bénéfices du corps, on va parler du bénéfice de l'esprit. Et je vous propose maintenant d'écouter ce témoignage de Philippe. La randonnée permet à notre esprit de se libérer du brouhaha des pensées. Le rythme régulier de la marche favorise l'apaisement du mental et aussi un retour sur soi. Nos problèmes prennent déjà beaucoup moins d'importance. De plus, à la pause, la contemplation d'un beau paysage met le cerveau sur les ondes alpha. Ce sont les ondes de la relaxation. En fait, la randonnée, c'est marcher vers notre propre nature. Alors, qu'est-ce qui vous inspire ce témoignage de Philippe C'est très beau. C'est très beau. Il y a un vrai côté libérateur à la randonnée, vous pensez, vous personnellement ? Ah oui, il y a vraiment un côté libérateur, c'est-à-dire qu'après une semaine de travail, aussi chargée soit-elle, moi, dès que je sens une surcharge émotionnelle, le premier réflexe que j'ai, c'est pas de me mettre devant un bon feuilleton, c'est de prendre mon sac, ou d'ailleurs de ne pas le prendre, ou de partir sans rien du tout, et de partir en mode rando, et vraiment évacuer et me recentrer sur l'essentiel et me reconnecter à moi-même. C'est vraiment un ciment dans votre vie. Alors Raymond, vous me disiez en préparant cette interview que vous proposez maintenant d'ailleurs des randonnées qui allient yoga ou en tout cas des moments méditatifs. Oui, au niveau du comité départemental de la randonnée, donc au niveau de la fédération, on a proposé depuis quelques années des randonnées méditatives, donc associant randonnée et méditation. Et cette année, on a élargi notre offre avec des randonnées qui associent rando et yoga, qui sont encadrées par une de nos 2 salariés du comité, qui est animatrice sportive et qui a aussi une formation en yoga et qui propose des randos yoga régulièrement. On a un programme au cours de l'année avec quelques séances. Souvent, ça se passe autour de plans d'eau. On est allé à Tremelin, on est allé à l'étang de Bazouges, quelques autres endroits. Et ce sont des séances qui font le plein ? Oui, tout à fait. Et surtout en ce moment où elle est seule avec 5 personnes, puisqu'il ne faut pas être plus de 6, donc le plein est vite fait. C'est des moments privilégiés. Des moments privilégiés, de vraiment la détente. D'accord. Si vous aviez des petits conseils pour bien marcher sur l'équipement, à quoi faut-il faire gaffe en tout cas quand on se lance dans la randonnée ? Alors tout dépend à quel niveau on souhaite pratiquer. Pour un débutant peut-être Oui, je pense que pour un débutant déjà, je pense que l'essentiel c'est d'avoir vraiment de bonnes chaussures sans aller forcément sur des chaussures super haut de gamme et de trek, etc. Mais déjà, ne serait-ce qu'à Décathlon, on peut trouver vraiment de très bonnes chaussures pour s'initier à la randonnée. Après, marche bâton, avec ou sans bâton, ça dépend de la pratique que l'on veut en faire. Pour commencer, on va dire autour de Rennes, il n'y a pas non plus des chemins super escarpés. Donc, pour commencer, je pense qu'une marche sans bâton peut être bien...
comme ça. Et après, pourquoi pas acheter des topo-guides, par exemple avec tous les itinéraires de randonnée autour de Rennes pour nous encourager à découvrir des lieux qu'on ne connaît pas forcément. Voilà ce que seraient mes premiers conseils. Raymond, quelques conseils indispensables pour les chaussures, l'eau. L'eau, faut pas oublier, ça m'est déjà arrivé, moi. Et après, effectivement, savoir identifier la randonnée qui va correspondre aux capacités physiques. C'est vrai que l'été dernier, après le confinement, on a vu des gens partir en vacances en pleine montagne et partir sur des randonnées à la journée, alors que c'était des gens qui n'avaient pas l'habitude de marcher et qu'il a fallu secourir en cours de randonnée. Donc, je dirais, venir dans un club de randonnée, si possible affilié à la Fédération de randonnée pédestre. Ça permet de savoir ce qu'on est capable de faire ou pas. Voilà, et d'être encadré par des animateurs qui sont formés. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Merci à tous de nous avoir partagé votre passion pour la randonnée. Et je précise d'ailleurs que la Fédération française de randonnée propose la rando Bretagne 2020 Cap sur la Rance. Ça se passera en Ille-et-Vilaine et dans les Côtes-d'Armor du 29 au 6 juin. Pour en savoir plus sur cette opération, rendez-vous sur le site internet. Et on continue à parler conditions physiques avec Evan qui s'est rendu ce matin à Vivalto, tout près de Rennes. C'est à toi, mon cher Evan. Et oui, Vivalto, si vous nous rejoignez, c'est un centre qui encadre l'activité physique pour pouvoir être en bonne santé. Alors après mon rendez-vous avec le médecin, on a décidé que ce serait bien que je perde un peu de poids avant l'été. D'un côté, ça me va, un petit summer body. Alors dans ces cas-là, on passe après le médecin avec le coach spécialisé, l'éducateur. Salut Julien. Salut. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour moi si je veux perdre 3-4 kilos 4-5 kilos, je ne sais pas encore. Comment vous allez prendre en charge mon problème, sachant que j'ai mal au genou? Alors c'est très simple, on a à la base un rendez-vous d'1 heure ensemble où on fait le point justement par rapport à ce que m'a préconisé le médecin. D'accord ? Donc là on a une fiche type où il va nous préconiser certaines choses et ensuite on va mettre en place de l'activité physique par rapport aussi à vos antécédents. Et aussi de l'activité physique autour de 3 univers. Oui voilà c'est ça. Donc on a l'univers de la salle, l'univers de la piscine. Okay. Et tout ce qui va être univers extérieur. Bon, alors on va vous les présenter, ces univers. Et pour commencer, une machine hyper fun dont tu vas nous parler, Julien. L'Halterjet, présenté par Léa, qui n'avait pas fait ça juste avant, qui découvre cette machine. Oui, voilà, c'est ça. Donc on a Léa aujourd'hui qui pratique de l'Halterjet. Donc c'est un tapis qui va permettre d'enlever les contraintes, tout ce qui va être articulaire. Okay. Donc on va essayer de la surélever un petit peu pour retrouver un impact physique et un travail cardiovasculaire assez important, d'accord, pour de toute manière s'affiner. Mais c'est quoi l'intérêt d'avoir une bulle comme ça? Donc en fait il y a une soufflerie qui vient au devant de la machine et par rapport à ce que moi j'ai préconisé comme pourcentage, d'accord, par rapport à sa fréquence cardiaque, on va la surélever. Ensuite le tapis se gonfle et à la moindre contrainte au niveau de sa course à pied. En fait elle court en apesanteur. Exactement, c'est ça. La classe. Voilà. On va alors maintenant continuer à parler un petit peu de ces différentes activités. Oui. On ne peut pas y aller parce qu'il y a plein de gens, il y a un cours et oui, la vie continue. Mais ici, il y a un espace piscine aquatique. Oui. On a une piscine à activité aquatique où moi, je peux préconiser par rapport au programme d'activité physique des cours collectifs en piscine. Donc on a différentes thématiques de cours collectifs et différentes intensités de cours collectifs qui va permettre d'amener ces personnes-là à, comme on peut le faire, de la paire de bois. D'accord, voilà. Très bien. Et alors le troisième axe, eh bien, c'est à l'extérieur, puisqu'on parlait justement de randonnée. Qu'est-ce que vous proposez sur cette piste de l'athlétisme ? Alors, moi, sur les personnes que je suis en salle, je les amène également sur l'univers extérieur pour essayer d'avoir aussi un maximum de résultats dans leur pratique physique et aussi de varier par rapport à ce qu'on peut voir à l'intérieur en mettant en place des petits circuits training d'exercices comme situés ici. Mais alors, si j'ai envie de faire la marche à pied chez moi, ouais. Comment ça peut s'intégrer avec mon planning chez Vivalto? Alors on a une application que Vivalto Sport, My Coach by Vivalto Sport, et moi sur cette application-là, je peux intégrer des séances en salle, des séances en piscine et également des séances extérieures pour les personnes qui ne peuvent pas venir non plus un certain nombre de fois à Vivalto Sport. Donc si j'ai bien compris, l'avantage de venir ici, c'est qu'on est suivi sur la durée. On est suivi sur la durée, voilà, on ne peut pas tricher. Sur l'application, il y a les dates des séances, il y a le nombre de séances qu'on doit faire dans la semaine, que ça soit en salle, chez soi, avec matériel, sans matériel ou à l'extérieur. On peut pas tricher, ça m'arrange pas cette histoire. En tout cas, après l'effort, le réconfort, et oui, c'est déjà fini, 3 minutes d'effort et je suis épuisé. On va passer dans la salle d'à côté pour parler justement
Comment récupérer après l'effort? Cryothérapie, le froid, le sauna, le hammam, tout ça, vous aurez toutes les infos dans quelques minutes. À tout à l'heure. Ça va être dur de perdre des calories à ce rythme, hein, si tu te fatigues en 3 minutes de plateau. C'est vrai que je ne suis pas prêt de perdre 5 kilos d'ici la fin de l'émission, j'avoue. C'est pas gagné. Allez, à tout à l'heure, Evan. Et comme chaque jour, place à notre volet emploi. Ce matin, on fait découvrir les coulisses du métier de logisticien. Voici le portrait de Carole. Oui, allô? Ouais. On en est où, là, des chargements aujourd'hui? Ok. Carole Richebourg, j'ai 49 ans et je suis directrice d'un site logistique. Vous avez envoyé les heures? Super. Mon job, c'est dans les grandes lignes, m'assurer de la bonne organisation des opérations pour répondre aux exigences vis-à-vis de nos clients, quel que soit le client sur un site. Notre job, c'est de décharger la marchandise, de la palettiser, de la stocker et ensuite de la descendre au sol pour la préparer en fonction des commandes magasins. D'abord, effectivement, c'est une équipe, c'est beaucoup de communication, c'est beaucoup d'échanges. On travaille sur 2 shifts horaires, donc c'est déjà de faire le point en arrivant le matin sur est-ce que les effectifs du matin sont bien en place. Ensuite, on a aussi des échanges avec le client, on va dire en milieu de journée. Est-ce que je suis dans les temps par rapport à la production attendue? On peut aussi avoir des aléas qui font que voilà, il faut s'adapter et changer. C'est beaucoup de communication. Vous montez tout à l'heure pour qu'on fasse le point sur les effectifs de la semaine prochaine? Pas de problème. Ok, Brice, merci. C'est un métier ou en tout cas un environnement dans lequel on peut bouger, évoluer. Parce qu'effectivement, j'ai démarré dans un service commercial et je me suis d'abord occupée d'activités de transport. Pour la semaine prochaine, du coup, vous avez beaucoup d'absents, beaucoup de congés? On a eu une année plutôt particulière avec la crise sanitaire. Et puis on a fait quelque chose qui nous a fait du bien aussi à un moment donné, c'est qu'on a vu arriver chez notre client des millions de palettes de masques. Et on a dû monter des organisations le jour même pour réceptionner, préparer. Et on a même monté des équipes de nuit pour expédier vu l'urgence de la situation. Pouvoir préparer ces masques et qu'on a mis du temps à avoir et qu'enfin on a pu envoyer, ouais. Ça donnait du sens en fait. Le résumé, c'est le chef d'orchestre d'une organisation. C'était donc le portrait de Carole, directrice d'un centre logistique. Et malheureusement, notre conseiller Pôle emploi du jour n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui. Alors voici quelques infos pour celles et ceux que le métier intéresse. 15 offres d'emploi sont actuellement disponibles sur pôle emploi.fr. Pour accéder à ce poste de technicien, il faut être en possession d'un bac plus de minimum. Des formations sont également disponibles jusqu'au master. Et pour les salaires, un débutant peut espérer toucher entre 1 600 et 2 600 euros. Si comme Carole, vous souhaitez un poste à responsabilité, le salaire peut grimper jusqu'à 6 000 euros. Voilà, vous savez tout pour les infos principales. Et pour plus d'infos sur les débouchés, une seule adresse, pôle emploi.fr. Et on le sait, dans ce contexte sanitaire que nous traversons, nos déplacements sont limités, on voit moins de personnes. Dans notre boîte à idées du jour, on vous propose de créer encore plus de vie dans votre quartier. Vous voyez comment ça marche. J'aimerais bien participer davantage à la vie locale. Adhère à l'association de ton quartier. Il y a plein de raisons pour vouloir s'impliquer dans la vie de son quartier. On peut avoir envie de mieux connaître ses voisins, participer à des animations, des activités, organiser des fêtes, des repas. On peut avoir envie de faire bouger son quartier, de se regrouper pour le défendre, préserver sa tranquillité, réclamer des améliorations à la municipalité. On peut aussi vouloir être utile, solidaire, par exemple en faisant de l'aide aux devoirs. C'est ce qu'a choisi de faire Catherine, infirmière à la retraite, qui a rejoint le centre de quartier là où elle vit. J'ai découvert que le centre faisait un travail extraordinaire en réponse à tous les besoins du quartier, les besoins des familles, des jeunes, des enfants. Et je me suis dit, moi, qu'est-ce que je peux faire? Et donc j'ai décidé de commencer l'accompagnement scolaire. Donc voilà, je fais du bénévolat en tant qu'accompagnatrice des enfants. Le soir, je viens tous les jours 1 heure et j'accompagne un enfant qui est en CE1 cette année. Et je l'aide donc à faire ses devoirs pour le lendemain. C'est vraiment un travail qui me plaît beaucoup parce que c'est vraiment gratifiant et enrichissant. Vous aussi, impliquez-vous dans la vie de votre quartier et rejoignez une association pour mieux vivre ensemble.
Mieux vivre ensemble, c'est toujours mieux. Morgane Emery, vous ne direz pas le contraire avec votre plateforme qui s'appelle Smile. Alors Smile, c'est un site et une application, et le maître mot, c'est l'entraide entre voisins. C'est très bien résumé, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Vous nous trouverez sur Internet ou dans votre store, hein, c'est ce qu'on appelle ça, le Play Store ou l'Apple Store. Et l'idée, c'est de reconnecter les gens entre eux par le biais du numérique pour qu'ils puissent se rencontrer dans la vraie vie. C'est ça la finalité. Et après 2 confinements, votre plateforme, elle a explosé? Alors, on a clairement vu les effets du confinement sur Smile, notamment au premier confinement, où on a eu plus 200% d'inscriptions naturelles et plus 300% d'activité sur Smile, sachant que tout ce qui se passait sur Smile à ce moment-là, c'était vraiment lié à de l'entraide qui était liée au contexte. J'ai besoin de quelqu'un qui aille me chercher mes médicaments à la pharmacie ou de quelqu'un qui me fasse des courses, ce genre de choses. Je couds des masques, est-ce que vous en voulez? Ça allait de... Voilà, c'était très varié, mais très focus. Parce qu'en général, qu'est-ce qu'on trouve comme fonctionnalité sur Smile? Alors, c'est à la fois un réseau social, donc il va y avoir l'aspect je partage de l'actu avec mes voisins, donc des événements, des petites news de quartier, des projets de quartier, etc. Donc ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est aussi une plateforme collaborative. D'accord. Donc, je vais pouvoir échanger des objets, des services, des trajets, bon, un peu moins maintenant, partager des achats. Vraiment, l'idée, c'est d'être le couteau suisse qui vous permet de partager, mutualiser les ressources le plus possible et autour de chez vous. Alors, Raymond et Philippe, est-ce que vous avez tissé des liens nouveaux avec vos voisins, avec la crise que nous traversons? Est-ce qu'il y a des gens à qui vous avez un peu plus parlé qu'auparavant? Alors moi, j'ai la chance d'habiter dans un quartier dans lequel vous connaissez déjà, on se connaissait déjà, on faisait déjà des activités ensemble, on échangeait autour de la relève du courrier quand les uns partent, les chats, jusqu'à ce qu'on découvre que nos chats mouraient les uns après les autres parce qu'il y avait au-delà de notre quartier quelqu'un qui n'aimait pas les chats. Mais pendant le confinement, je crois que ça a renforcé en quelque sorte ces liens, ça a donné une dimension supplémentaire au-delà de la simple entraide entre voisins. Entre voisins. Ou donner une dimension supplémentaire à l'envie de partager des moments conviviaux, des apéritifs dans le jardin, par exemple. Et Philippe Pourel, vous avez découvert de nouveaux voisins ou pas? Alors, pour symboliser ce lien, oui, j'ai une anecdote. En fait, il y a par exemple mon frère qui était dans le même logement que moi et qui jouait du piano, et le voisin d'à côté lui répondait lui aussi en jouant du piano. C'est génial. Et à la fin, ils s'applaudissaient. C'est comme ça qu'on a découvert qu'il y avait un voisin qui jouait du piano. D'accord. Alors, il faut le dire, Smile, au départ, c'était une petite équipe qui était basée à Saint-Malo, et qui l'est toujours d'ailleurs. Mais aujourd'hui, vous êtes devenus grands, géants. On est une quinzaine. C'est quoi la recette du succès? Parce qu'il y a quand même combien de personnes qui utilisent Smile aujourd'hui, et ça a pris une envergure phénoménale. Oui, c'est beaucoup de villes de coude. La recette du succès, c'est pas évident de dire, de trouver quelle a été notre recette de succès. Voilà, on a su se réinventer, je pense, parce qu'on est aujourd'hui à la V4 de Smile, donc on a tout cassé et tout refait 4 fois déjà en 6 ans. Donc voilà, je pense que ça. Et combien de personnes utilisent Smile aujourd'hui en Alors, France? 500 000 en France, quasiment 500 000 en France. Et en Bretagne, on est à 45 000 Bretons, puisqu'il y a un terreau forcément de fans. Chauvinisme breton, si on peut dire ainsi. Et ça va même plus loin. Aujourd'hui, vous me disiez que les Japonais grossissent les rangs des utilisateurs de Smile. Oui, on a eu la chance d'avoir été déniché par un partenaire japonais qui a fait un grand benchmark international et qui s'est dit non, c'est Smile qu'il nous faut. Et donc là, on a fini les bêta-tests et on a beaucoup travaillé dessus, notamment durant le confinement. Et là, ça y est, c'est lancé. Donc c'est trop tôt pour donner des résultats, mais c'est une belle aventure. On suivra en tout cas cette aventure. Il existe aussi aujourd'hui plusieurs plateformes qui font un peu la même chose que vous. En quoi vous vous différenciez? Qu'est-ce qui vous distingue de vos concurrents?
Alors, en nous, 30 secondes. Des jeunes. Parce que je rigole tout le temps. Nous, on est fabriqués en France, ce qui n'est pas forcément le cas de tous nos concurrents. Et on est vraiment l'application la plus riche en termes de contenu, du type de service qu'on peut échanger sur Smile. C'est la plus riche. Le temps est écoulé. Merci beaucoup, Morgane Emery, d'être venue sur notre plateau. Et on part retrouver pour la dernière fois Evan, qui est à Vivalto Sport. Et Evan qui doit perdre des calories, des kilos, mais c'est pas encore gagné. Oh là là, je suis épuisé. Alors, comme vous l'avez compris, chez Vivalto Sport, ici à Saint-Grégoire, eh bien, quand on arrive pour faire de l'activité physique, on est déjà pris en charge par un médecin, on fait un diagnostic. Ensuite, on est pris en charge par un coach pour vraiment y aller et se dépenser. Et puis après, il faut récupérer. Et là, on est aussi pris en charge par vous, Frédéric. Voilà, c'est vrai que la récupération physique, c'est un élément qui est très important. Mais récupération au sens large, récupération mentale, détente. D'accord ? Il faut absolument régénérer un petit peu tous les efforts qui ont été produits et surtout toutes les petites contraintes que ça a pu générer, que ce soit sur le plan articulaire, sur le plan musculaire, sur le plan circulatoire. Tout ça, on a différents outils qui vont nous permettre de gérer en fonction du besoin et de ce que l'activité physique ou le sport a entraîné comme sollicitation. Alors, il y a un bon panel d'outils dans cette salle, à commencer par ce vaisseau spatial. Non, vous allez nous expliquer. Alors ça, c'est une cabine de cryothérapie qui a une double vocation, à la fois pour les gens qui ont des problèmes d'ordre rhumatismaux ou inflammatoires ou autres, mais aussi pour l'activité physique, la régénération, comme on le voit au travers des sportifs. Pour traiter les tensions musculaires, les micro-douleurs liées au traumatisme articulaire. Tout le monde n'est pas forcément familier avec la cryothérapie. Expliquez-nous très brièvement le principe. Très simple. On est dans un espace où on va refroidir l'air ambiant autour de vous avec un air qui est très sec, sans aucun problème de circulation, parce qu'on n'est pas dans l'eau froide, c'est l'inverse. On est dans un environnement très froid et très sec pour générer des réponses à l'intérieur de votre organisme. Ça fait pas mal, voilà. Il faut quand même le préciser. Tout à fait. Alors, on y rentre, mais on en sort aussi, ça c'est rassurant. Vaut mieux. Attendez, c'est quoi ça, ces petits patchs là? C'est comme on voit au téléshopping. Ça pourrait. Ce sont des électrodes qui ont pour vocation de faire passer le courant, l'onde électrique qui va être envoyée par un petit générateur comme celui-ci. Et d'entraîner deux types de sollicitations, qui vont être des sollicitations de contraction du muscle, soit pour des programmes qui vont générer de la détente musculaire, soit pour générer des programmes qui vont traiter la douleur, d'accord ? Et donc, voilà, ça, c'est plus sur les douleurs chroniques. Alors, on n'a quasiment plus le temps, mais on a aussi cette combinaison. Voilà, alors ça, c'est 10 secondes. Voilà, du drainage circulatoire, les jambes lourdes, c'est fait pour ça, et ça, c'est un outil qui est cardio-régulé, voilà. Et puis, alors, des hématomes, des choses comme ça. Ah oui, avec de la cryothérapie localisée. Et alors, pour finir, qu'est-ce que vous pourriez dire à quelqu'un qui hésite encore pour le ou la convaincre de se mettre à l'activité physique pour son bien? Je crois que l'activité physique, c'est quelque chose qui est indispensable pour pouvoir décharger le mental de toutes ces stress, ces sollicitations importantes, comme on l'a en ce moment. Et quand on sent son corps, eh bien, on relâche son mental. Et ça, c'est l'élément le plus important pour avoir un bon équilibre au quotidien. Bon, ça donne envie. Je m'abonne dès aujourd'hui. Allez, et puis je vais peut-être tester la cryothérapie, moi aussi. Anne Fantes, c'est à toi. À demain. À demain, Evan. Merci à tous nos invités d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous chaque jour pour votre fidélité à notre émission. À suivre dans quelques instants votre journal régional. Nous, on se dit à demain, même heure, même endroit. Très belle journée sur France 3 Bretagne. Hey, hey.